question que se propose de traiter, c'est l'agriculture de conservation des sols est-elle vertueuse pour la santé des écosystèmes et des hommes, avec un grand H, bien sûr, les hommes et les femmes. Donc moi, je suis chercheur à l'INRA de Toulouse depuis plus de 40 ans, et mes spécialités, c'est les prairies naturelles et l'élevage. Donc vous vous demandez pourquoi, j'interviens dans une séance sur l'agriculture de conservation. Certes, on ne cultive pas le sol, mais c'est quand même pas des prairies. En fait, mon histoire fait que j'ai dirigé une unité de recherche qui s'appelle AGIR, qui veut dire agroécologie, innovation et territoire. Et j'ai beaucoup appris de mes collègues qui travaillent en grande culture. Et puis, depuis 2 ou 3 ans, je suis investi dans 2 missions. L'une qui concerne ce qu'on appelle Nexus Santé, c'est comment reconnecter l'agriculture, l'environnement et l'alimentation pour la santé des écosystèmes et des hommes. Il m'a semblé que l'agriculture de conservation des sols, c'est une forme d'agriculture candidate, sérieuse, pour reconnecter l'agriculture, l'alimentation, l'environnement et la santé. Et d'autre part, je suis chargé à l'INRA d'un domaine d'innovation dont il s'agit de mettre en relation les recherches, toutes les disciplines, avec le monde économique et la société civile, donc les agriculteurs, les coopératives et autres, autour d'un sujet qui s'appelle la transition agroécologique des systèmes alimentaires. C'est la raison pour laquelle, quand on va parler d'agriculture de conservation des sols, on va élargir le propos en allant jusqu'à l'alimentation. D'une part, je vais en parler, et Denis fera part de son expérience de restaurateur. En quelques mots, quels sont les grands enjeux qu'il ne faut pas oublier, quel que soit le sujet dont on parle en agriculture? Il me semble que, bien sûr, il faut produire en quantité des matières premières de qualité. Loin du discours des années 80, quand j'étais à l'INRA, il fallait produire moins, c'est plus à l'ordre du jour. Et ça en minimisant les intrants, dont les pesticides, en contribuant à réduire le réchauffement climatique. Ça peut être limiter les émissions de gaz à effet de serre ou stocker du carbone, on va bien sûr en parler. En assurant un revenu décent aux agriculteurs, donc c'est à la fois des questions de rendement qu'il faut, de résilience, donc de maintien du rendement malgré le changement climatique, puis bien sûr de prix des produits. Et ce qui me semble important aussi, c'est en allant vers un rapprochement entre agriculteurs et consommateurs, parce que ce lien s'est dissocié au cours des dernières décennies, en allant vers un marché qui s'appelle de produits, et non pas un marché de minerais, où finalement ce sont des molécules qui circulent à travers le monde. Donc comment l'agriculture en général, une agriculture qu'on peut parler agroécologique, peut contribuer à la santé des écosystèmes et des hommes? Ce qu'on sait, je l'ai mis à la fois en rouge et en vert, c'est un petit peu schématique, mais c'est que les systèmes agricoles qui sont très simplifiés, très spécialisés, c'est quand même moins vertueux que des systèmes où il y a de la biodiversité, qu'on appelle planifié, c'est qu'on choisit d'associer des cultures, de faire des rotations, où la biodiversité associée, c'est ce qui se passe dans le sol ou dans le paysage. Et donc l'agriculture de conservation, il semble qu'elle s'inscrit plutôt dans le vert. Et donc ça permet de réduire les impacts. Gaz à effet de serre, pomper moins de phosphore, enfin moins dépendre du phosphore, moins de pollution. Mais il ne faut pas en rester là, parce que ce que consomment les humains, ce n'est pas forcément ce qui sort de la terre, parce qu'il y a tout un cheminement au cours de la filière. Et ce qu'on montre, c'est quand on a des marchés de composés, donc quand on fractionne trop, et qu'on fait que les produits font le tour du monde pour revenir dans une barre chocolatée, c'est pas forcément le top. Donc c'est pour ça que les formes d'agriculture agroécologique, lorsqu'elles sont associées à des marchés de produits et à une territorialisation de l'agriculture, c'est plutôt vertueux. Et enfin, dernière chose, sur la droite, les travaux de recherche montrent actuellement qu'il faut plutôt aller de produits ultra transformés sans site d'origine, donc des produits on recompose, comme dit ma collègue, on fait à partir de vraies molécules, on fait des faux aliments. Il faut plutôt que le consommateur ait accès à des produits de qualité avec de la traçabilité ou une information sur la manière dont ça a été produit. Et donc, vous voyez, quand on passe du rouge au vert, on peut être vertueux pour ce que j'appelle la santé des écosystèmes, c'est-à-dire le sol, le bassin versant, la planète, et aussi vertueux pour la santé humaine. Et pour cela, ça nécessite de reconnecter l'agriculture, l'environnement et l'alimentation. Donc je vais faire un exposé en 3 parties.
l'agriculture de conservation des sols, qu'est-ce que c'est, sachant que je ne suis pas un spécialiste. Ensuite, je vais parler de la pratique, parce que les principes, on les connaît, mais c'est comment aller à la pratique. Et sachant que je vais je vais l'aborder de manière générale, parce que le propos de la matinée, ça va être de faire des ateliers. On va voir que ça prend des formes différentes, selon qu'on est en grande culture, qu'il y a d'élevage, pas d'élevage, ou en argot. Et dans cette troisième partie, je vais voir en quoi l'agriculture de conservation des sols peut contribuer à des systèmes alimentaires sains, donc pour la santé et durables, c'est-à-dire pour les générations futures. Alors, l'agriculture de conservation des sols, pour la FAO, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une définition assez consensuelle, hein, vous les connaissez toutes, c'est, je reprends ce qui est dit, hein, perturbation mécanique minimale, voire pas du tout de travail du sol, une couverture permanente du sol, avec des risques de culture et ou des couverts, et puis une diversification des espèces qui apporte un certain nombre de propriétés sur lesquelles je vais revenir, et je dirais diversité d'espèces et des légumineuses. Alors tout le propos, c'est de voir comment ces trois pratiques qui sont sur la gauche, réduction ou abandon du travail du sol, rotation, couvert, permettent de fournir des services à l'agriculture et à la société. Donc tous les travaux de recherche en agroécologie actuellement, dont l'agriculture de conservation, mais pas que, ça vise, si possible, à remplacer une partie des intrants de synthèse par ce que peut produire la biodiversité. L'exemple le plus emblématique sont des légumineuses. On dépend moins de l'azote de synthèse qui est coûteux à fabriquer et qui, lorsqu'il est en excès, contribue aux pollutions. Mais aussi en même temps, ça produit des services à la société. Si on stocke du carbone, c'est bien pour produire, mais c'est bien aussi parce qu'on impacte moins le climat. Donc on rend service à la société. Et ça passe par tout un tas de choses complexes au niveau du sol et des paysages. Ce que je n'ai pas détaillé, ce qu'on appelle les chaînes trophiques. Donc on va retrouver à la fois les micro-organismes, les vers de terre, tout un tas de choses. Ici, vous avez un schéma qui va résumer un petit peu ce que je vais développer dans cette première partie. Vous avez des situations assez courantes en agriculture où il y a une faible biodiversité, notamment dans le sol, ou élevée. Et ce que montrent des travaux de synthèse, ce n'est pas une seule étude, c'est des travaux à l'échelle mondiale, eh bien c'est que lorsqu'on augmente la biodiversité au niveau du sol, eh bien on améliore le fonctionnement écologique du sol. Et donc ça permet de fournir des services qu'on appelle écosystémiques à la société et à l'agriculture. Mais on voit qu'il y a une forte variabilité, et quand on a avoir une biodiversité élevée, ça ne suffit pas, parce qu'il faut qu'elle fonctionne. Et pour qu'elle fonctionne, il faut pousser assez loin la réflexion et la pratique, c'est-à-dire avoir des associations de plantes, par exemple, ou des ajouts de molécules qui permettent de la faire fonctionner à le moteur à plein régime. Et à l'inverse, dans la zone rose, on peut avoir une biodiversité qui soit élevée, mais d'un fonctionnement limité, par le travail du sol, par exemple, par certains pesticides en excès, un pH non approprié, ou un potentiel redox non approprié, mais ça, mon collègue Olivier Husson en parlera, donc je ne vais pas le détailler. Et donc la biodiversité du sol, c'est bien les vers de terre, c'est les bactéries, les champignons, les mycorhizes sur lesquels je vais revenir. Et donc il faut bien voir qu'il y a bien deux choses, c'est la biodiversité, favorisée par le non-travail du sol, ou son absence, les couverts et les rotations, mais en même temps, il faut faire en sorte que cette biodiversité fournisse les services qu'on attend. Alors par exemple, pour les champignons, ce qui est montré, c'est que les couverts végétaux, sur lesquels on reviendra, ça augmente la diversité des espèces de champignons. Le semi-direct, que vous connaissez tous, ça augmente les espèces symbiotiques, donc qui sont d'intérêt pour les plantes, au détriment des saprophytes. Et ce qui est montré actuellement, c'est que ces changements qui sont induits par la gestion dans la composition des communautés de champignons dans le sol peuvent conduire à une plus grande résilience, donc stabilité des écosystèmes, et fournir un meilleur accès des plantes à des ressources limitantes, qui sont des micronutriments ou le phosphore. Donc sur ce tableau, j'ai résumé de manière simplifiée
sur la colonne de gauche, ce qu'on peut attendre de l'agriculture de conservation. Et donc il y a des choses qui font, ce sont des atouts qui font consensus, donc c'est pas la peine d'en discuter, il faut les mettre en valeur. Et puis il y a ce qui fait difficulté à mettre en œuvre, ce qui n'est pas impossible, ou qui fait débat. Donc je répète que je ne suis pas un spécialiste, et on se réservera dans le créneau horaire un quart d'heure pour que vous discutiez, que vous apportez votre point de vue, et que d'autres d'ailleurs sont beaucoup plus compétents qu'on voit dans la salle pour le faire. Donc ce qui me semble, ce qui fait consensus, c'est le bon contrôle de l'érosion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas photo à partir du moment où il n'y a pas de travail du sol. La structuration du sol, c'est aussi un atout. On sait que ça dépend beaucoup par contre du type de couvert, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins appropriés à structurer le sol, et qu'il y a un certain nombre de limites qu'il faut faire attention, c'est le risque de tassement. L'atténuation du changement climatique. À partir du moment où il y a réduction de travail du sol, moins de machines, il y a moins de CO2 émis, jusqu'à moins 60%. Le stockage du carbone, il se fait surtout dans les horizons de surface, c'est quelque chose d'acquis. Et ce qui est intéressant, c'est que par les couverts, il se fait vraiment en surface. Par contre, les plantes, elles ont des racines, et il y a ce qu'on appelle des sexules racinaires, des sécrétions à base de carbone, et là, c'est ce qui permet de stocker du carbone en profondeur, un petit peu. Par contre, c'est quelque chose qui fait débat, est-ce que c'est important, pas important, ça dépend des continents, c'est dans le sud ou au nord. Il y a aussi le protoxyde d'azote, donc il y a des débats, mais ce qui semble, c'est que après plusieurs années en ASC, et j'y reviendrai beaucoup sur le temps, c'est quelque chose où on peut passer du négatif, entre guillemets, au positif. Sur le stockage et l'investissement de l'eau, il y a des choses qui ne font pas débat, il y a moins de ruissellement, il y a une réserve en eau qui est accrue parce qu'il y a des meilleures infiltrations, et puis le sol étant plus riche en matière organique, il n'y a pas photo. Par contre, dans certaines zones, par exemple le sud-ouest, le fait d'avoir un couvert, ça peut accroître les risques des besoins en eau. Donc il y a toute la question, c'est une difficulté. Voilà. La régulation de la qualité de l'eau, c'est quelque chose qui est plutôt positif, puisqu'il y a un effet positif des matières organiques, donc, qui s'accroissent quand on fait des restitutions, mais il y a des effets de type de sol qui sont particulièrement importants. La fourniture en nutriments, c'est pareil, particulièrement le sol est enrichi en matière organique, il n'y a pas photo, mais après ça va dépendre aussi de l'efficacité de ça, l'effectivité, de la qualité des apports. Le contrôle des ravageurs. Généralement, il est admis, pour différentes raisons, que je ne développe pas ici, que les plantes sont en meilleure santé. Mais ce qui fait débat, c'est le temps nécessaire pour y parvenir. Et enfin, tout le problème des adventices, ce qui est acquis, c'est qu'il faut absolument mettre en pratique les trois principes de l'agriculture de conservation, parce qu'à la limite, s'il y a du non-labour ou pas de couvert, le risque d'échec est assez assuré. Par contre, on sait que c'est assez difficile et qu'il y a plus ou moins une dépendance au glyphosate, sur laquelle je vais revenir. Là, je fais état de trois publications récentes. Il y en a une à date d'il y a 2 jours. Celle-ci, c'est de 2019. C'est une étude européenne sur les résidus de pesticides dans les sols. Donc ici, il y a à peu près 400 analyses. Ce qu'on voit en bleu, clair et bleu foncé, c'est le glyphosate. Rien à voir avec les cultures de conservation, c'est des sondages dans tous les types de sols. Et ce qu'on voit, c'est que ce qui est bleu clair ou bleu foncé, c'est le plus fréquent. Et donc, dans cette étude, qui est parue dans un bon journal, donc 45% des sols arables retrouvent des résidus d'AMPA, du glyphosate ou de l'AMPA. Et ce qui est dit dans cette publication, c'est que les exportations potentielles, elles viennent surtout des érosions éoliennes par le vent et hydriques, et donc que le risque serait moindre en agriculture de conservation du sol, puisqu'il n'y a pas retournement du sol, et puisqu'il y a moins de drainage. Par contre, on sait aussi, par d'autres études, là c'est une étude française d'ailleurs, que un excès de glyphosate affecte la biologie du sol, notamment sa colonisation par le mycorhize. Donc d'un côté, le non-labour la favorise, mais l'excès de pesticides dans cette étude. L'effet sur l'activité et la reproduction des vers de terre est controversé. Et ce qui est acquis, c'est qu'il y a des interactions complexes entre le travail du sol et les pesticides, de façon si bien qu'on n'arrive pas à avoir des opinions tranchées, des avis tranchés, qu'il faut vraiment aller dans le détail des situations
pour se faire une opinion. Ici, c'est un graphique qui montre, j'en ai 3 à l'échelle mondiale, qui montre sur 20 ans. En vert, c'est les quantités de glyphosate appliquées à l'échelle d'un pays, ici c'est l'Allemagne. Et en rouge, ce sont les dosages dans les urines. C'est il y a 2 traits, il y en a c'est le glyphosate, là, c'est pas. Et ce qui ressort de ces travaux, ben, c'est que dans les 3 situations que qui ont été publiées à l'échelle internationale, ben, c'est qu'avec un temps de décalage, quand on applique plus sur un pays, dans un pays, mais c'est vrai aussi pour d'autres, pour les non-nicotiloïdes, il y en a plus finalement dans les urines, quoi. Et puis, vous savez, il y a une controverse des conclusions des agences. Il y a une publication qui est sortie il y a 2 jours, parce qu'il y a l'agence américaine qui dit que ça ne pose pas de problème, et puis l'Institut international du cancer dit que ça fait problème. Et cette publication explique de manière très claire que les divergences viennent simplement qu'on ne considère pas, les agences n'ont pas considéré les mêmes types de données. Je pourrais donner plus de détails, si vous voulez. Et personnellement, avec des collègues de l'INRA, dont mon collègue Jean-Pierre Sartou ici à la direction générale, j'en suis arrivé lors des états généraux de l'alimentation, je représentais l'INRA, c'était d'utiliser certains pesticides comme des médicaments. Ça veut dire pas systématique, mais au cas par cas. Ne pas interdire, ça peut ma position, mais bien gérer. Ici, je vous parle d'une expérience en Argentine qui montre les rôles clés des rotations en agriculture de conservation des sols. Ce sont des données sur 6 ans. Donc, dans la colonne du milieu, vous avez une agriculture de conservation des sols de type conventionnel, et sur la partie droite, agroécologique. Donc, il y a des rendements à peu près équivalents. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que donc, au milieu, vous avez 3 cultures sur 6 ans, et dans la colonne de droite, vous en avez 7, dont des cultures en association. Ce dont je n'ai pas parlé, parce qu'on a parlé de nombre de cultures ou de rotation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui est utilisé en pesticides sur les 6 ans. Vous avez 19 applications de pesticides, dont 12 de glyphosate en conventionnel, et vous n'en avez plus que 3, dont une de glyphosate dans l'agroécologique. Et le travail superficiel du sol, il n'y en a pas du tout dans le conventionnel, et 2 autres. Donc simplement, je donne cette explication, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres, comme je ne suis pas un spécialiste. Vient de sortir dans une bonne revue. Ça montre finalement que l'agriculture de conservation des sols, il y en a une grande diversité et qu'on peut arriver à quelque chose de très vertueux dans la colonne de droite, qui n'interdit rien, mais qui est très performant d'un point de vue agricole, bien sûr, mais aussi du point de vue impact environnemental, puisqu'il y a une seule application de glyphosate sur 6 ans et simplement 2 travails superficiels en 6 ans. Dans cette diapo, avant de passer à la partie suivante, je vais vous faire part d'un travail qui est engagé au niveau du Grand Sud-Ouest, donc du bassin d'Our-Garonne, un projet qu'on appelle Bagage, donc, qui entre autres, il y a l'INRA et d'autres partenaires, qui, vous le voyez sur la petite carte de France, il y a énormément d'observations qui sont faites, où il y a 3 questions qui sont étudiées. Quel est l'effet de l'agriculture de conservation ? Quel est l'effet des rotations des cultures intermédiaires? Quel est l'effet de l'agroforesterie? Et donc il y a tout un tas de travaux, et vous pouvez dire pourquoi finalement on fait ça, puisqu'on connaît déjà beaucoup de choses. Et j'insiste sur le fait qu'effectivement on connaît beaucoup de choses dans les principes, j'ai cité les publications, mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce type d'agriculture, d'une part, les effets mettent du temps à se manifester, et que les bonnes pratiques, entre guillemets, elle nécessite d'adapter un petit peu au cas par cas, c'est-à-dire faire du sur-mesure. C'est pour ça que c'est l'enjeu des ateliers. Ça dépend des types de production, de l'histoire, du sol et du climat. Je passe à ma deuxième partie, des principes à la pratique. Donc, une pratique clé, ce sont les couverts, et ça va se poser différemment en grande culture, puisque les couverts sont en interculture, alors qu'en vigne et en arbo, les couverts sont en interrang. Donc c'est 2 problématiques très différentes, d'où l'importance d'ateliers différents tout à l'heure. Dans ces systèmes en grande culture, je prends pour exemple ici, un des difficultés, c'est le contrôle des adventices. Je cite ici le cas d'une étude de mes collègues dijonnais,
que je ne vais pas détailler, il montre finalement que, d'après la littérature, on arrive assez bien à contrôler finalement les adventices, déjà en choisissant les couverts. Certains vont se détruire naturellement parce qu'ils vont être sensibles au gel, mais aussi par le roulage de la fourche. Et que des éléments clés pour le choix sont le choix des couverts, donc la compétition qu'ils vont exercer avec les adventices, ou les effets allélopathiques. Il y a aussi des insectes qui sont granivores, donc qui consomment les graines des adventices. Et ce qui est observé, c'est généralement la prédation donc des graines les plus élevées dans les champs qui ne sont pas labourés, donc c'est plutôt en faveur de l'agriculture de conservation. Et puis, il y a un certain nombre de champignons, j'en ai parlé tout à l'heure, qui jouent un rôle pathogène, voire qui pourraient servir comme bioherbicide. Je prends le cas de la vigne pour diversifier ici, et vous avez au fil des saisons les différentes fonctions que peuvent jouer les couverts intermédiaires, donc les différents services qu'ils peuvent apporter, le contrôle de l'érosion, l'importance, l'apport d'azote, l'apport d'eau, le contrôle du lessivage, et on s'aperçoit, au travers de cet exemple, que ces couverts ont un rôle multifonctionnel, que donc le choix des espèces ou des associations d'espèces va avoir un rôle considérable. Et tout l'enjeu, ça va être de choisir finalement, là en situation de non-labour, c'est quelle espèce associer pour leur faire jouer des fonctions bien spécifiques tout au long de la culture de la vigne sans que ça rentre en compétition. Et se pose alors la question aussi de la durée des cultures, de service, donc de ces plantes qu'on sème en interrang. Il va falloir donc les gérer finement, alors, au cas par cas, en fonction du climat de l'année. C'est là toute une difficulté, tout l'intérêt des ateliers. Et puis il y a la pratique du suivi direct, donc, qui va, dans le cas de la vigne notamment, servir à fabriquer des baies. À mon avis, ce que j'ai retenu des lectures que j'ai faites, c'est qu'il n'y a pas qu'une agriculture de conservation. C'est comme l'agroécologie, il n'y a pas l'agriculture agroécologique ou l'agriculture pas agroécologique. Les agricultures agroécologiques, comme l'agriculture de conservation, ce n'est pas 0 ou 1, ce sont des trajectoires dans lesquelles on s'inscrit. Ce sont des voies de progrès. Et une manière de les catégoriser, je dis ici, c'est de voir comment au fil du temps évolue le travail du sol et comment la gestion des adventices, le choix et la distribution des couverts prennent place. Et vous voyez qu'à l'horizontale, le travail du sol, ce n'est pas 0 ou 1, mais il peut s'étaler dans le temps. La réduction du travail du sol peut s'étaler dans le temps. Et que pour la place que prennent les couverts, leur gestion, la finesse de gestion des couverts, la diversité des espèces qu'on associe en interculture, c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'importance. Et donc le choix des couverts, c'est fondamental parce que ça joue des rôles très importants au niveau de la physique du sol, au niveau de la biologie du sol et au niveau de la chimie du sol. De même que pour la destruction des couverts ou le semis, il y a tout un tas d'innovations qui sont en cours ou à développer pour gérer avec le minimum de pesticides. Donc sur cette figure, vous avez différentes trajectoires. On voit que ça prend du temps. Et généralement, ce n'est pas très horizontal, c'est des diagonales, c'est-à-dire qu'il y a une gestion conjointe qui doit être cohérente entre la réduction du travail du sol, ou sans l'abandon total, et la place que prennent les couverts dans ce système. Et que les points d'arrivée, c'est un travail repris de mes collègues de Montpellier, et bien il peut être très différent, puisqu'on peut avoir des systèmes qui se stabilisent ici, c'est-à-dire et d'autres qui vont jusque-là, et je précise. Et donc, partant d'une situation en rouge, il peut y avoir progressivement, sur l'axe des Y, l'introduction de couverts. Puis ensuite, il y a des, je ne vais pas détailler, il y a des suppressions par étapes de différents types de travail du sol pour arriver à l'extrême droite en semi-direct. Et puis en montant sur l'ordonnée, on a d'abord du glyphosate qui n'est utilisé que pour la gestion des adventices, mais pas pour la destruction des couverts. Et puis on peut avoir des situations où il y a, je
suppression du glyphosate, même si elles sont marginales actuellement, ce qu'on trouve en haut à droite, ou c'est un petit peu l'exemple argentin, ce que je vous ai décrit. Donc si je résume cette deuxième partie, les trois piliers de l'agriculture de conservation, rotation longue, couverture permanente, bon travail du sol, ça vise via l'augmentation de la teneur en matière organique et de la biodiversité, ça augmente ce que j'appelle le potentiel de régulation biologique. Et après, en accord, en cohérence à ce que j'ai dit dans l'introduction, eh bien, il y a des situations où on va pouvoir encore mieux valoriser pleinement ce potentiel, c'est ce qui est en vert vers le haut. Ça peut être par exemple par le pâturage des couverts végétaux, ça peut être par l'apport de BRF, de compost, par l'ajustement du pH ou du potentiel redox, où on peut avoir la flèche qui va vers le bas, on a une bonne biodiversité, mais avec une fertilisation non ajustée, certaines formes de travail du sol, ou des excès de phyto, eh bien on ne va pas pouvoir valoriser pleinement ces régulations biologiques. Et je rajoute aussi par l'ingénierie, ce que j'appelle écologique, par l'action des plantes au niveau de la rhizosphère, en choisissant les génotypes par des ajouts de champignons et de bactéries, on peut encore augmenter ce potentiel. Donc l'agriculture de conservation des sols, potentiellement c'est tout ça, c'est une trajectoire avec des variantes. Pour résumer cette deuxième partie, bon, je rappelle un certain nombre de freins, de difficultés. C'est une agriculture qui c'est sur mesure. Et pour moi, c'est quelque chose, souvent on parle de conversion de l'agriculture conventionnelle au bio. Et l'agriculture de conservation des sols, pour moi, c'est aussi une conversion, c'est aussi une transition, c'est un changement de paradigme. Parce qu'il s'agit de produire plus par la biodiversité que par les intrants chimiques. Ce sont des pratiques à choisir et définir en fonction du contexte, le sol, le climat, l'histoire de la parcelle. C'est pour ça qu'on parle de pratiques situées. Il y a une nécessité d'apprentissage, de réactivité pour réduire la prise de risque, notamment d'avoir des effets non désirés. Certains effets sont difficiles à gérer à court terme, sans pesticides, les adventices, les limaces. L'autre difficulté vient que certains effets sont différés. Les effets positifs, ils se manifestent dans le temps, et parfois ils sont plus utiles à la société qu'aux agriculteurs, sans que les agriculteurs soient rémunérés pour. Et donc il y a un certain nombre de leviers, il faut faire de l'expérimentation, il faut des groupes d'échange, il faut des plateformes de capitalisation des connaissances, il faut des réseaux sociaux, il faut changer, et la journée, telle qu'elle est organisée, ça doit y contribuer. Pour ma dernière partie, je vais apporter la question de l'insertion de l'agriculture de conservation des sols dans des systèmes alimentaires. Est-ce que ça peut contribuer finalement à développer des systèmes alimentaires sains et durables? Et pour ça, je vais développer 3 points. L'agriculture de conservation des sols et la qualité des produits. Je vais proposer après une évaluation un petit peu systémique de l'agriculture de conservation et examiner en quoi ça permettrait ça peut créer de la valeur dans les territoires. Ce que je connais mieux, c'est l'agriculture de conservation et la qualité des produits animaux. Si on a comme sur cette photo des animaux, que ce soit des ovins, des bovins, qui pâturent des couverts, c'est un effet très important sur la composition des produits, que ce soit le lait, la viande ou les œufs. Puisqu'on sait maintenant depuis longue date et de manière bien établie qu'entre une alimentation, notamment des ruminants, mais des monogastriques aussi, entre une alimentation à base de céréales ou à base d'un couvert vert photosynthétique, en gros, ça double la teneur en oméga 3, qui est un acide gras à longue chaîne utile à notre santé, de même quand dans la plupart des vitamines et des antioxydants. Et outre le fait que ça permet d'avoir des animaux ayant des compositions de produits de qualité, et c'est des choses qui sont dans la région. J'ai eu vent l'autre jour d'un agriculteur qui fait l'agriculture de conservation, et c'est des troupeaux qui viennent en transhumance. Les troupeaux qui sont l'été en estive, dans les Pyrénées, ils viennent en vallée ou dans le Piémont, pâturer des couverts intermédiaires pendant l'hiver. Et donc le prélèvement est très faible si c'est de la viande, puisqu'il y a des restitutions, et ça permet d'avoir un produit de qualité et de restitution de matière organique
de qualité via les déjections. Et puis on peut avoir même des systèmes où c'est encore plus poussé. Je prends des poules ici, où il y a des arbres, donc les poules pâturent, picorent, l'herbe, il y a des arbres, donc il y a des synergies entre la poule, la plante, le sol et l'arbre. Donc, il y a des côtés vertueux quand des animaux utilisent des couverts. Encore faut-il pouvoir le valoriser, après, d'un point de vue économique. En ce qui concerne les produits végétaux, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui apparaît, c'est que s'il y a un effet, ça passe par la biodiversité du sol. Et les travaux que j'ai trouvés dans la littérature, c'est surtout pour les fruits et légumes. Donc les fruits, on en parlait, les légumes pas. Et sur la figure de gauche, ce qui est montré, c'est que quand on passe des situations où il y a très peu, à gauche, très peu de biodiversité, à des situations où il y a plus de biodiversité dans le sol, donc c'est sur quoi j'ai insisté, et bien, il y a des effets indirects et des effets directs. C'est-à-dire les effets indirects, c'est à partir du moment où il y a une meilleure vie biologique du sol, il y a la plante est moins sensible aux maladies. Mais ça, c'est vrai aussi pour les grandes cultures, je vais le dire. On l'a vu dans les réseaux, dans la littérature, pour l'exemple que j'ai cité en Argentine, généralement, la mise en œuvre sur le temps long de l'agriculture de conservation des sols s'accompagne d'une réduction très forte des insecticides et des fongicides. Et bien sûr, là, on le retrouve sur la tomate ou sur les fruits et légumes. Et puis, il y a des effets directs au niveau de la qualité des produits sur lesquels je vais revenir dans la diapo suivante. Puis encore, il y a des effets au stockage. Ce qui est montré pour les fruits et légumes, c'est que ça réduit les maladies post-récolte, ça réduit les risques de détérioration, notamment par les mycotoxines, et que ça permet de préserver ou de réduire les propriétés recherchées, notamment d'avoir moins de pertes en eau par les fruits. Vous voyez cette publication récente aussi. Une publication encore plus récente, la de 2018, montre finalement un certain nombre d'effets, finalement. Alors ça passe surtout par la mycorhize. Alors je rappelle, qui dit pour qu'il y ait mycorhize, il faut qu'il y ait non-travail du sol et pas de certains pesticides. Donc l'effet sur le produit, les groupes d'organismes qui sont à l'origine de ça, vers de terre et nématodes, donc il y a un certain nombre d'effets sur le produit, comme la concentration en glucosamine. En post-récolte, il y a des propriétés antimicrobiennes. Les effets des mycorhizes, il y a des effets donc antioxydants. Le rhizobium, et donc il y a plusieurs types d'effets, à la fois sur le produit et sur le post-récolte, donc surtout sur les fruits et légumes. Donc ils sont assez encourageants, et dans tous les cas, la différence est beaucoup plus faible pour les produits végétaux qu'elle ne l'est pour les produits animaux. Pour les produits animaux, je précise, c'est entre céréales et couverts d'herbacées, ça va de 1 à 2. Là, c'est, je ne sais pas, 10-20%. C'est pas aussi ample. J'ai essayé de résumer tout ce que j'ai dit un petit peu dans cette diapo, fort de la réflexion que j'ai à l'INRA. Et on s'intéresse finalement actuellement à l'INRA à un projet de recherche entre la santé des écosystèmes, c'est le sol, la planète, et la santé humaine. Et ce qu'on cherche à voir, c'est quels sont les liens entre la santé du sol, des plantes, des animaux, des hommes, des écosystèmes au niveau des bassins versants, ou de la planète, en gros les gaz à effet de serre. Ce qu'on appelle la santé unique. Et, compte tenu de ce que j'ai dit, je pense que l'agriculture de conservation des sols, au moins certaines modalités, parce que j'ai montré qu'il y avait plusieurs trajectoires, plusieurs points d'aboutissement, remplissent toutes les cases, finalement. Alors la santé du sol, bon, ça vous est familier, c'est la capacité sur le temps long à fonctionner, ce qu'on appelle dans les limites de l'écosystème, pour maintenir la productivité biologique, la qualité de l'environnement, et promouvoir la santé des plantes, des animaux et des êtres humains. Donc, vous voyez, ça irrigue finalement tous les domaines de santé. C'est-à-dire, quand le sol est en bonne santé, je ne suis pas un spécialiste, j'ai fait ma carrière sur toute autre chose, mais par mes lectures, par mes discussions avec mes collègues, comme on dit, le sol en bonne santé, il contribue finalement à tous les autres domaines de santé.
Et pour la santé des plantes, il y a l'apport de matière organique qui permet de développer des processus aussi au niveau de la rhizosphère. Et donc actuellement, je pense, puisque les espèces de rang qu'on vend pour l'alimentation sont en nombre limité, par contre, les couverts intermédiaires, que l'on met en interrang ou entre deux cultures, le champ des possibles est considérable. Ici, on a deux cultures principales, le tournesol et le blé, mais les cultures intermédiaires qu'on peut mettre seules ou associées sont en nombre bien plus important. Donc il y a toute une réflexion à conduire, y compris en génétique, en conduite culturelle, pour choisir ces espèces pour remplir des fonctions particulières. La santé des écosystèmes, bien, elle est améliorée si les émissions vers l'hydrosphère, donc dans l'eau, sont réduites, et plus largement si l'agriculture de conservation des sols permet de renforcer l'autonomie en intrants de synthèse et en protéines pour l'élevage au sein des territoires. La santé de la planète, elle est forcément améliorée du fait d'une réduction de l'énergie consommée, moins de travail du sol ou abandon et du stockage de carbone. Et la santé humaine, vous avez vu qu'il y a un effet sur le produit, mais plus largement, je dirais qu'elle est améliorée, cette santé humaine, si l'ASC permet de fournir une diversité de cultures, donc de produits, qui alimentent un marché de produits sur le territoire. Parce que si on fait du maïs et que ça part au bout du monde, qu'on fractionne, qu'on fait du sirop de glucose, c'est pas le top. Donc cette dimension territoriale, pour moi, elle est importante. Donc quels sont les leviers potentiels pour créer de la valeur dans les territoires? Donc je sors un petit peu de l'agriculture de conservation. Mais actuellement, compte tenu de ce qu'on sait, c'est des légumineuses à graines, parce qu'on sait que c'est bon pour le sol et c'est bon pour la santé humaine. Et c'est aussi une diversité de produits. Ce qu'on appelle des paniers de produits pour la restauration collective, par exemple. Ce sont de nouveaux produits, des pâtes avec des légumineuses enrichies en lin. Donc qui veut dire marché de produits, c'est pas forcément un produit brut, il peut y avoir de la transformation. Et donc tout ça, c'est une liste à poursuivre, ça conduit à avoir une territorialisation de l'agriculture. Donc pour développer cette idée d'agriculture, il faut un certain nombre de leviers économiques. Donc il y en a un qui est le soutien par les politiques publiques. Et pour qu'il y ait soutien par les politiques publiques, ça suppose d'aller s'aventurer sur le terrain de la PAC, ce que je ne vais pas faire là, on pourra le voir dans les questions. Mais ça suppose qu'il y ait pris des produits en conséquence. Donc on puisse certifier un certain nombre de conditions de production et que ces produits aient une réputation. Donc c'est ce que j'appelle, ça peut s'inscrire, donc sans parler des politiques publiques qui ne dépendent pas de nous, mais il y a des choses qui dépendent des acteurs du territoire. Le prix des produits, la réputation des produits. Donc ça suppose de développer un rapport étroit entre l'activité agricole et les caractéristiques du territoire en lien avec ce qui se passe sur le territoire. Donc pour terminer, avant d'introduire Denis, je dirais que, pour conclure provisoirement et ouvrir la question, que l'ASC, c'est une des formes d'agriculture permettant de contribuer à la santé des organismes, on l'a vu, les plantes, les animaux, les hommes, mais aussi à la restauration de la santé des écosystèmes, que ce soit le sol, le bassin versant et la planète. Et qu'une telle perspective, s'il est associée à une traçabilité d'une diversité de produits, j'insiste bien sur les deux termes, c'est pas trois productions uniquement dans un grand territoire, c'est en une diversité, qui sont pas ou peu transformées. C'est-à-dire qu'on ne produit pas des molécules, mais on produit des produits. Il y a une étude INRA qui vient de sortir actuellement sur les produits ultra transformés. Et ce que je veux dire, c'est pas ça qui est le top pour la santé. Et j'ai une diapositive que j'ai pas mis, c'est quand on voit des paquets de chips, ou des barres chocolatées, c'est quel paysage il y a derrière. Donc souvent c'est des paysages de monoculture, et on assemble les molécules de ces différentes monocultures pour fabriquer des produits qu'on retrouve chez nous. Donc, il ne faut pas que l'agriculture de conservation serve à faire ça. Donc sous cette réserve, ça peut contribuer à la transition agroécologique des systèmes alimentaires dans les territoires. Donc il y a de multiples exemples actuellement, les plans alimentaires territoriaux, tout ça. Et puis il y a des exemples, celui qu'on va vous présenter maintenant, qui est le GIGO. Donc c'est peut-être modeste, parce que c'est l'effet d'un homme, mais c'est quelque chose qui est emblématique pour moi. Donc il faut absolument, l'agriculture de conservation des sols, si elle se relie finalement à l'alimentation,
que ce soit des initiatives privées, collectives, comme les plans alimentaires ruraux, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Donc ce que je vous propose, là, c'est d'écouter... alors, il va y avoir un petit film de 3 minutes sur Denis. Vous l'écoutez 10 minutes, parler après. Et je pense qu'on aura du temps pour discuter, à la fois sur ce que va présenter Denis et ce que j'ai aussi introduit. Voilà, donc, je passe le petit film. Donc Denis Mélier, né en Gascogne en 1966 dans une famille de paysans, fils, petit-fils, arrière-petit-fils de paysans, frères, oncles, cousins de paysans gascons. Voilà. Nous avons ouvert le gigot Toulouse en 1995, un second à Paris en 2002. Nous sommes revenus sur le territoire gascon à Marciac et nous ouvrons depuis le 1er décembre un restaurant gigot, une shop épicerie gigot à l'aéroport de Toulouse en décembre 2018. Donc moi ce que je veux c'est donner du sens. Ce qui est essentiel pour nous c'est qu'on vient d'une famille et on fait d'une famille paysanne et nos mères paysannes faisaient de la cuisine pour nourrir leur famille. C'était donner du plaisir mais nourrir, leur amener de la force, de donner une alimentation qui nourrisse. Et nous pour nous c'est essentiel, c'est-à-dire qu'on veut nourrir les clients en leur donnant des choses qui soient bonnes gustativement, qui soient saines et qui les nourrissent, donc qui soient nutritives. Et on se rend compte que plus on prend soin, ces gens-là, plus ils prennent soin de leur terre, et meilleurs sont les produits en goût, donc c'est déjà un élément important, en structure, voilà, on a fait plusieurs expériences d'observation des produits, et on se rend compte sur des premières analyses qu'on a des produits qui sont beaucoup plus sains et nutritionnellement qui semblent plus intéressants. J'ai besoin de produits paysans, produits par des paysans qui sont très attentifs à leur sol, pour donner de la nourriture saine à des convives que j'assois à ma table. Je pense que ça part du sol, qui est un monde qu'en fait, plus on s'y intéresse, moins on a l'impression de le comprendre, mais qui nous amène vers certainement des découvertes vertigineuses. C'est un monde fantastique, donc c'est le ventre de la terre, et on amène ça, nous, dans l'estomac de nos convives, qui est notre propre élément de digestion. On doit digérer, ingérer pour nourrir notre corps. Voilà. Et je pense que les deux fonctions essentielles, si on peut les rapprocher, le sol des paysans, des cuisiniers qui s'occupent de traiter les bons produits issus de l'agriculture de conservation, l'agriculture de bon sens, pour que nos convives puissent assimiler, digérer et que ça soit, même postérieurement à leur digestion, que ça soit un véritable confort. Pour moi, c'est notre plus gros acte politique. Permettre à des paysans de vivre décemment de leur métier en prenant soin des sols, par une agriculture de conservation, certainement, je ne sais pas si c'est le terme, voilà, et en donnant une nourriture extrêmement saine et nutritive à des gens qui mangent. Et je pense que si on fait le pont entre les deux, je pense qu'on a un avenir commun, incroyable, qui s'ouvre devant nous. Merci, bonjour à tout le monde. Merci à Michel et à toute l'équipe de m'avoir invité. C'est la première fois que je me retrouve dans un amphithéâtre de ma vie. Quoi vous dire? J'ai quasiment tout dit. Je peux vous raconter quelques petits faits entre tout ça. Bon, j'ai été élevé dans une famille gasconne, je l'ai dit, je ne vais pas vous le redire. Mais il y a quelque chose certainement qui n'est pas dit là, qui a certainement influencé mon engagement dans mon métier, puisque mon frère est resté sur la propriété agricole, donc j'ai été obligé de partir faire autre chose. Nos parents ont commencé à faire de la restauration tout à fait par hasard pour rendre service au maire du village. Et comme les temps étaient difficiles, ça leur a permis de gagner des petits revenus complémentaires pour nous élever, puisque nous étions trois, mon frère aîné, Nicolas, que certains peut-être connaissent, qui est agriculteur à la Grolée dans le Gers, moi-même et ma petite sœur cadette Cathy. Et très jeune, je me suis retrouvé confronté à un problème de santé qui est certainement induit par un changement alimentaire profond, puisqu'à l'âge de 8 ans, jusqu'à 8 ans, 9 ans, je ne sais plus exactement,
j'étais, comme disait ma mère, j'étais maigre comme un coucou, ça a changé. Et je ne prenais pas un gramme. Et je me suis mis à faire du sport de façon intensive, notamment de la natation. Et mon alimentation a changé radicalement, parce que l'appétit est arrivé, malheureusement elle ne m'a pas quitté depuis. Et j'ai mangé comme des gosses, et je me rends compte quelques années plus tard, pas très bien, parce que j'ai mangé beaucoup de sucre lent, des pâtes, du pain, des oranges, bon, puisque je nageais l'été entre 4 heures et 8 heures par jour, donc c'était vraiment intensif. Et à quasiment 9 ans, je faisais 75 mètres à l'apnée en piscine. Et donc c'est là où j'ai pris la cage thoracique. Mais dans les 3 ans qui ont suivi, je suis passé de la phase d'être totalement, quasiment avoir le profil d'un garçon mal nourri, à un système d'obésité, une obésité importante. Et à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvé diabétique. J'étais l'un des premiers patients, il disait que j'étais le premier médecin ici. J'ai été reçu dans le service du professeur Denard, ici juste au-dessus, à Dieu-la-Foi. Et j'ai été l'un des premiers patients à passer sur un appareil, ils appelaient ça un pancréas artificiel, où on m'a mis mon pancréas au repos, quasiment total pendant 15 jours, ce qui m'a permis de repartir pendant plus d'1 an avec une alimentation et une activité physique régulière après tous les repas, enfin tout évidable. Et donc, 1 an après, je suis revenu ici à Dieu-la-Foi et je suis devenu insulinodépendant, donc diabétique type 1. Et ça m'a poursuivi. Et donc, c'est un élément supplémentaire qui a influencé certainement tout mon parcours. Donc voilà, donc j'ai été élevé dans ce milieu paysan, ensuite de restaurateur, de commerçant, et influencé totalement, j'imagine, par cette maladie. Voilà, et donc j'ai vécu pendant des années en suivant le protocole alimentaire qui m'était plus ou moins imposé. Et on continue à faire notre métier, quelques années après l'ouverture du Gigot, puisque je suis ici pour vous parler de ça. Après avoir démarré, remis les choses en cause, donc il y a une vingtaine d'années, cet aspect est venu de façon profonde en moi et a influencé mon engagement dans mon métier. Voilà, donc en ouvrant le Gigot, on a voulu avoir une relation directe avec le monde paysan, puisque moi-même, ma famille avait souffert de l'aspect économique et financier sur leur exploitation. Donc je ne pouvais pas concevoir avec ma famille d'ouvrir un restaurant, qui est le Gigot, qui voulait le construire avec une relation directe avec des paysans. Donc l'aspect qui me préoccupait, c'est qu'on ait une relation, on peut dire aujourd'hui on parle de commerce équitable au niveau mondial, mais moi localement, je me disais que ce n'était pas possible pour moi de faire du commerce au centre-ville de Toulouse, sans m'assurer que les paysans avec qui je travaille puissent gagner plus que décemment leur vie. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été fondamental dans la construction du Gigot, dans la vie du Gigot. On a démarré, pour ceux qui le connaissent depuis le début, sur 2-3 produits qui étaient l'agneau fermier du Cassis, d'ailleurs je crois qu'il y a des éleveurs ici du Lot, sur les poulets du Gers, voilà, avec qui on travaillait avec des paysans directs, et du canard gras. Voilà, puis une recette familiale, le pastifré, de la salade, bon, et puis ça a vite évolué parce que je me suis rendu compte qu'en travaillant avec de l'agneau du Quercy, mais en ne faisant que du gigot à volonté, je me suis rendu compte très rapidement que c'était contraire à ma volonté que d'amener de l'équilibre économique et financier, parce qu'on achetait les gigots, donc les gens coupaient l'agneau en deux, il fallait qu'ils se débrouillent avec le reste, et je me dis, attends, c'est contraire à ton esprit, donc j'ai travaillé, on a acheté les agneaux entiers, et on a amené des offres complémentaires dans notre gigot. Et puis suite à ça, on a commencé à se diversifier, parce qu'il y a eu la crise ovine, on a fait toutes les crises qui se sont succédées, dont on a compris que le monoproduit était commercialement dangereux. Et donc on est revenu vers une restauration plus traditionnelle, avec une diversité dans l'offre. Et le premier grand changement qui a été, comment dirais-je, c'est pas violent, mais qui nous a mis face vraiment à notre réalité, c'est quand je me suis rapproché il y a plus de 20 ans de la filière du noir de Bigorre, qui était émergente,
Donc ils avaient sauvé une race autochtone. Dans les Pyrénées, donc la Bigorre, le Piémont, une partie dans le Gers. Et là, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment formidables. Donc, ils ont sauvé cette race. Donc, on est passé de 30 truies à 2 verras. Aujourd'hui, une soixantaine d'éleveurs qui vivent de cette activité, plus des activités saisonnières périphériques. Mais en fait, quand on a commencé à travailler ce produit, à faire quelques concerts il y a quelques années, où on se doit d'annoncer la valeur nutritionnelle sur les différentes boîtes, les différents produits transformés, l'outil qui est à notre disposition, c'est la fameuse, comment ça s'appelle, base Sequal, je crois qu'elle s'appelle, la Sequal. Bon, et donc on a commencé à regarder, et puis on a dit merde, ça ne correspond pas. Les premières analyses qu'on avait sur les qualités, notamment des gras sur le cochon, puisque le cochon noir de Bigorre, contrairement aux races qu'on connaît de l'industrie agroalimentaire, où il n'y a plus de gras, les nôtres ils ont quasiment 50% de gras. Mais quand on regardait les premières analyses qu'on avait fait, qui n'étaient pas significatives, dont on ne pouvait pas se servir, parce que je ne sais pas, il faut en faire un certain nombre pour pouvoir le faire reconnaître, ben, il n'y a rien qui correspondait, alors c'était difficile de remplir. Et là, il y a à peu près 15 ans, là j'étais totalement sensibilisé sur la valeur nutritionnelle des produits, parce que les qualités de gras ne correspondaient pas à la base Sequal qu'on nous proposait. Et avec des équilibres de gras dans ce cochon qui sont assez extraordinaires, parce qu'il y a quasiment plus de, comme l'ibérique, plus de 52-3% de monoinsaturés, une trentaine de pourcents de saturés, et un équilibre pas parfait, mais s'en rapprochant sur les polyinsaturés, parce que je crois que les dernières analyses qu'on a sur les gras de porc noir, nous sommes quasiment, bon, on est encore un peu éloigné, mais on est quasiment à 8 oméga-6 pour l'oméga 3. Et alors tout ça, ça vient totalement influencer le reste de mon travail. Et donc du fait, on a intensifié, on s'est rapproché d'un tas de... Enfin, on était rapproché avec un tas de paysans. Et la première relation qu'on essaie d'établir avec nos paysans, une fois qu'on l'a intégré dans notre offre, alors évidemment, le fait d'avoir un établissement à Paris, enfin 3 établissements, puisqu'on a un autre établissement en place au Wilson, et aujourd'hui, enfin, on avait l'autre à Paris qu'on a vendu, et aujourd'hui la nouvelle installation sur l'aéroport de Toulouse, nous permet de travailler assez efficacement avec les paysans. Mais bon, tout ça, ça provient quand même de mon éducation, de ma culture personnelle gasconne. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à une situation, un tas d'exemples que vous avez vu quand ils m'ont interviewé, là, vous voyez qu'il y avait Jean-Pascal Lafite-Dessous, qui est mon cousin germain, donc qui est éleveur de bovins à Fustéro dans le Gers, plus on a vu les agneaux de Fonseca dans les Pyrénées. On fait globalement, la quasi-totalité des paysans éleveurs avec qui on travaille sont engagés vers une alimentation de plus en plus naturelle de tous leurs troupeaux. On travaille donc avec des garçons, des céréaliers, puisqu'on travaille des boulangers paysans, avec Jean-Christophe Badi sur toutes les céréales. En fait. Voilà, donc on s'est rendu compte à un certain moment, donc je racontais tout ça à mes copains, mes clients très proches, et pour le moment de la problématique que vous rencontrez pour la plupart d'entre vous, enfin, les paysans qui sont toujours confrontés à ce problème économique, le rendement, l'économie. On a le même problème nous, les commerçants, c'est-à-dire que si on disparaît, on est remplacé par d'autres. Et je me dis, on ne peut pas continuer comme ça. Alors je racontais tout ça, j'essayais de faire partager évidemment à nos convives et dans certaines situations, avec des copains, on pouvait un peu s'attarder à table. Et tout ça, au moment ils me disaient, bon, ça va, cette histoire avec les paysans, on les adore, mais bon, tu me fatigues, et puis c'est toi qui le dis, quoi. Et alors ça commençait un peu à m'agiter parce que, en fait, mes proches pouvaient remettre mes convictions, mes engagements et mes perceptions que j'essayais de leur faire partager sur la problématique qu'on rencontrait avec les paysans, quoi. Et alors donc j'ai dit c'est pas possible. Donc si on remet en plus mon engagement en question, j'ai dit il faut qu'on trouve une solution. Donc on a décidé de se rapprocher, je vois qu'il n'est pas là aujourd'hui, William Vidal, on a décidé de se rapprocher des concerts, on a discuté et j'ai demandé
aux équipes de William Vidal d'essayer de mesurer le travail qu'on faisait avec les paysans. Donc on a pris, je crois, c'était 8 paysans avec qui on travaillait. Donc il nous a fait une étude sur l'impact de la relation que nous avions avec eux, sur les 3 piliers fondamentaux, qui sont le social, l'économique, puisque c'est la base d'une relation. Si le paysan n'arrive pas à survivre économiquement, il va disparaître, notre relation, il n'y a pas de pérennité dans notre relation. Et sur l'aspect environnemental. Et au résultat, moi j'ai été rassuré, parce que l'équipe d'Écossaire nous a dit qu'il a plutôt trouvé des paysans plutôt en forme, plutôt heureux, même s'ils rencontraient des difficultés quand même parfois importantes, et qu'on crée de la ruralité. Et donc à partir de ce constat-là, le gigot, c'est pas le gigot, on travaille en collaboration profonde avec les paysans, c'est-à-dire que c'est ensemble, on fait toujours les choses ensemble, et donc à partir de ce moment-là, on a décidé de se rapprocher, de se voir, de se réunir régulièrement autour d'une table de travail, ensuite, bien sûr, mal à chaque fois, mais chez eux. Et donc on a commencé, on a essayé de trouver un dénominateur commun, donc on a essayé de réfléchir à un petit outil qui nous aurait permis d'annoncer notre façon de collaborer et de travailler, et notamment de leur part. Et donc comme vous avez pu le voir sur le film tout à l'heure, sur les petites fiches COC, donc voilà, c'est une espèce de petite mémotechnique qui permet d'annoncer donc à tous les paysans, et nous d'annoncer auprès de notre clientèle, la façon dont ils travaillaient. Donc c'est la petite méthode, c'est les fiches COC que vous avez vues, donc c'est un COC à 2 Q. Voilà, donc à chaque fois qu'on a un produit devant nous, dans le cadre du gigot, c'est de dire donc le produit étant le quoi, hein, et le COC c'est le comment, donc affirmer à chaque fois notre façon de travailler, donc les paysans, la situation géographique pour le où, le quand, parce que la saisonnalité, on est bien conscient que voilà, il y a des choses que la nature nous offre à certains endroits, mais l'évolution de l'industrie agricole fait qu'on pense qu'on peut tout avoir n'importe où et à n'importe quand, alors qu'en fait, je veux dire, il y a quand même des cycles, il y a des climats différents sur la planète. Moi, je ne sais pas, vous avez voulu ouvrir sur Cuba tout à l'heure, justement, mais ma femme est cubaine aussi, donc ça fait 15 ans que je vais à Cuba. Effectivement, je ne mange pas les mêmes choses à Cuba quand j'y vais. Il y a des produits qu'on mange toute l'année à Cuba, ce qui n'est pas le cas ici chez nous. Et voilà, donc on a commencé à travailler sur cette méthode. Voilà. Et on s'est rendu compte très rapidement que ça a créé un enthousiasme assez extraordinaire, qu'il y avait une espèce de transversalité. Les paysans qui faisaient des légumes, des céréales, des légumineuses, parlaient avec les vignerons. Et en fait, on a trouvé assez magique une énergie. Bon, on s'engueulait comme dans toutes les familles, parfois. Mais ça avançait beaucoup. Et puis on s'est dit, il faut qu'on accentue le mouvement parce que, en fait, notre problématique rencontrée, c'est nos clients. Si on veut être efficace dans notre engagement, il faut qu'on puisse le faire partager à nos clients, à nos convives. Et là, il va falloir être beaucoup plus rigoureux dans l'approche, et surtout, il va falloir qu'on se lance sur des challenges supplémentaires. Et donc là, on a fait appel à un garçon pour essayer de nous animer ce groupe, qui est ici, d'ailleurs je tiens à lui rendre hommage et à le remercier, c'est Aubin Lafont. Et donc le gigot investit donc, à travers Aubin pour nous animer ce groupe, donc on a à peu près une vingtaine, 25 journées par an, et on travaille ensemble sur le terrain, chez les uns, chez les autres, et on amène une dynamique assez impressionnante. Par contre, on s'interdit, même si cette année on va travailler sur des petits groupes par thème, mais cette transversalité, en fait, nous amène beaucoup d'ouverture d'esprit, et on s'éloigne un petit peu de la spécialité qui est un petit peu le problème, je pense, de notre société, puisque le monde de paysans, comme nous les commerçants, comme tous les chercheurs, les médecins, on est devenu, en 40 ans, on n'a créé que des spécialistes, et on a perdu, je pense, cette vision globale. Ce qui était les grandes qualités du monde paysan,
c'était cette vision globale des choses. Et je pense que le monde paysan, depuis 40 ans, a enfanté aussi dans ce milieu beaucoup de spécialistes, et c'est peut-être l'une des problématiques qui nous amène à débattre de tout ça. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous, notre expérience directe avec les paysans, elle est formidable. Elle est formidable. Comme je vous le disais, on a en fait, je pense, des points communs, comme on le disait à la fin de l'interview, c'est-à-dire que la gestion de ce sol et nous la gestion de vendre du plaisir, parce que les gens qui rentrent chez nous, ils viennent payer un certain prix et on se doit de les régaler, donc satisfaire cette sensation de plaisir, sinon on dit qu'il n'y a pas de rapport qualité-prix, mais quand même on a cette fonction de les nourrir quand ils ont décidé de pousser notre... Et compte tenu de mon éducation familiale, culturelle, je me dis, bon, on ne peut pas être simplement des tiroirs-caisses, voilà, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Notre place dans le cadre du collectif, c'est de le faire avec beaucoup d'amour, parce qu'asseoir des gens, nourrir des gens, moi, on a été dans cette famille où nos mères, nos grands-mères mettaient beaucoup d'amour dans cette cuisine, donc elles faisaient des choses pour nous donner du plaisir, mais pour nous faire du bien, quoi. Et j'ai un peu peur que dans ma profession, malheureusement, ça s'est éloigné un petit peu des convictions de beaucoup de gens de la profession, puisqu'on parle... Moi, je ne vais plus dans la réunion syndicale, parce que depuis des années, entre l'époque où j'allais avec mes parents, j'étais ado, où il y avait dans le Gers, je les appelais les fameux toquets, qui vivaient pour recevoir des gens, donner du plaisir, il y avait un sens de l'accueil et du partage important. Et aujourd'hui, dans ma profession, malheureusement, pour la plupart, on parle de business, ce qui est imposé par la société. Je crois qu'on est tous contraints par ça. Mais moi, ça m'effraie un petit peu parce que je pense qu'on a une fonction, une mission qui va au-delà de tout ça. Et je suis, ces 25 ans, 30 ans d'expérience font, donc comme je vous disais, je n'ai pas été sur les bancs d'aucune université. Mais je suis arrivé depuis quelques temps, en gros, aux mêmes conclusions de tout ce travail formidable que vous faisiez les uns et les autres. Et je me dis que le bon sens paysan a de l'avenir devant nous. Et je pense qu'il ne faut pas toujours attendre des autres, quoi. Je pense qu'on se doit tous, chacun avec son rôle, de savoir se remettre en question. C'est pas toujours facile, je peux vous le garantir pour différentes expériences, pas très bonnes, puisqu'on vit dans un monde économique qui est sans concession. Si on se casse la gueule, on le dégage, on est remplacé par d'autres. Et je sais que vous, les paysans, pour la plupart, pour être moi-même de ce monde-là, nos fermes, nos propriétés, nos sièges familiaux, qui sont souvent l'essence même de ce qu'on est réellement. Et je sais que c'est extrêmement dur pour la plupart, à un moment d'être confronté à une situation, pouvoir se séparer des choses comme ça. Pour moi, c'est fondamental. Je peux perdre tous mes restaurants, mais ma maison familiale, c'est plus cher que tout le reste. Voilà. Et donc je pense que c'est ensemble qu'on va réussir les choses, c'est pas les uns contre les autres. Et je pense que ce qui est assez fantastique, c'est quand même, quand on réfléchit bien, tous les matins quand on se lève, on va avoir globalement 3 repas devant nous, pour ceux qui s'alimentent, je dirais, normalement. Et donc on a un avenir, je pense, plutôt assez merveilleux. Par contre, bon, il faut parfois se remettre en question, puisque c'est tout le sujet, les interrogations que nous avons tous ensemble. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir sur l'avenir. J'ai beaucoup d'espoir envers les nouvelles générations. Parce que si on a suivi tous ensemble depuis 40 ou 50 ans ce changement de méthode, personne ne pouvait imaginer qu'on se poserait ces questions aujourd'hui, savoir si notre alimentation nous nourrit, nous fait du bien ou pas. Je ne pense pas que nos parents, nos grands-parents pouvaient imaginer ce genre de choses. Si ce n'est qu'aujourd'hui, après ce temps passé et toute cette intelligence, ici dans cette salle,
On est capable, pas tout, mais on est capable de mesurer beaucoup de choses, puisqu'aujourd'hui il faut toujours amener des preuves à tout le monde. Et je pense que si l'avenir commun que nous avons ensemble ne nous sert pas avec tous ces éléments, si aujourd'hui on ne décide pas de faire évoluer les choses, je ne parle pas de révolution, puisque c'est depuis la nuit des temps, les choses ont évolué, et avec le niveau de connaissance que nous avons, je pense que par contre, les générations qui pourraient suivre dans 30 ou 40 ans pourraient vraiment nous le reprocher, il y aurait de quoi. Voilà. Alors le parcours va pas être facile, mais je pense que ça mérite qu'on travaille tous ensemble. Merci Michel. On a un petit quart d'heure de discussion pour l'ensemble de la séquence. Donc, Oui, bonjour. On vous a écouté avec beaucoup d'intérêt. Ce qui interpelle dans vos propos, c'est que la qualité du sol est relativement liée à la qualité de nos intestins. Je crois que tous ici, ou presque, connaissent le charme discret de nos intestins écrit par une Allemande. Et effectivement, si vous étiez capable de prouver ce que vous êtes en train de dire, ce serait magnifique. Donc je ne sais pas si encore nous en sommes à ce stade-là, M. Dulu. alors, je vous parlais avec beaucoup de modestie. Moi, je ne suis pas un spécialiste, comme dire, de sciences du sol. Il y en a peut-être dans la salle des gens qui sont plus compétents. Ce que j'essaie de montrer, c'est qu'un sol à bonne santé, ça contribue à la santé des plantes, à la santé des écosystèmes, à la santé animale. Il y a des travaux qui le montrent, ça, et à notre santé. Donc c'est multifonctionnel. Alors après, je vous ai dit que pour les produits animaux, après, il faut oublier qu'on s'alimente, souvent on ne mange pas, on ne consomme pas des grains de blé. Hein, on fait de la farine, on fait du pain, on prend du blé dur, on l'associe avec des légumineuses. Donc il faut le sol en bonne santé, mais j'ai insisté derrière, il y a tout ce qui suit. C'est là aussi la transformation des produits. Et vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous êtes initiateur de pâtes finalement à base de légumineuses et de lin. Donc ils sont très vertueux. Donc il faut à la fois des produits, parce que comme j'insiste, quand vous faites des pâtes où il y a des céréales, il y a des légumineuses et du lin, qu'est-ce qu'il faut dire, indépendamment de la bonne façon de cultiver la graminée, le blé, le lin et les légumineuses, c'est que le fait d'associer ces cultures dans des systèmes de culture, dans des rotations, c'est ça qui est vertueux. Parce que si on faisait des pâtes comme ça, où le blé dur est produit en Occitanie, les lentilles viennent du Canada et le lin vient de Grande-Bretagne, parce qu'actuellement beaucoup de lentilles qu'on consomme viennent du Canada, et le lin qui est utilisé notamment dans le Blanqueur vient de Grande-Bretagne, c'est pas un choix, c'est complètement aberrant. Donc ce qui est important, c'est de faire des bons aliments en cultivant bien le sol, mais c'est que les cultures qui composent le produit, je prends l'exemple des pâtes, viennent d'une même région, et que ces cultures soient en rotation dans la région. C'est ça qui est fondamental. C'est ça qui va rendre le côté vertueux, parce que la légumineuse, c'est vertueux pour le sol, c'est vertueux pour la planète, c'est vertueux pour notre santé. Et le lin, c'est une culture malheureusement orpheline, qui a des bonnes raisons, des raisons vertueuses de s'insérer dans les rotations culturelles. Je voudrais juste ajouter une petite chose, c'est-à-dire que nous on constate depuis pas mal de temps sur le... Comment dirais-je ? Je ne sais pas si c'est un manque de culture, mais on voit au Gigot qu'en fait, depuis des années, dans nos établissements, hormis les repas de fête, d'excès, bon voilà, ça en met à part, c'est absolument indispensable pour stimuler notre corps et notre tête, mais au quotidien, on se rend compte que en fait, les gens ne savent plus composer leur repas. Depuis tout petit, on nous disait qu'il était important d'équilibrer les repas, de faire l'activité physique, mais en fait, réellement, on n'a pas bien assimilé. Enfin, je me rends compte que les gens n'ont pas assimilé. Et comme disait Michel, à travers la légumineuse, si on mange beaucoup moins de viande, mais d'une très grande qualité, parce que ce sont des viandes issues de pâturage à l'herbe, accompagnées d'un peu de légumineuses, des légumes, ça fonctionne bien. Et juste, je voulais amener un témoignage.
c'est qu'il y a quelques mois, je me suis amusé par provocation à faire une offre pendant quelques mois qu'on a expérimenté auprès de nos clients, les proches et tout ça. Donc on décomposait tous les repas. On faisait manger un peu de légumes crus, un peu de légumes cuits, un peu de légumineuses, un peu de viande. Avec ramenant un petit peu de cuisine évidemment là-dessus. Et on décomposait. J'en suis arrivé jusqu'à décomposer le gigot haricot qui est un symbole du gigot. On faisait manger le haricot aux gens et ensuite on leur faisait manger un petit bout de gigot. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens n'avaient plus la notion de produit. Et j'ai fait même le coup à Edouard Baird, que vous connaissez, avec un ancien patron de chez iTélé, à Paris, à Drouot, un jour. Et Edouard me dit, Tatali, tu vas pas nous emmerder, à nous faire manger du gigot, haricot, c'est pareil. Et donc, on fait le coup, et je reviens un quart d'heure après, et son invité me dit, écoute Denis, je vais t'avouer quelque chose, c'est la première fois de ma vie que je trouve le goût des haricots. J'ai toujours bouffé de l'agneau et des faillots. Et en fait, on revient toujours au même problème, la pédagogie. Et c'est tellement devenu manger vite. Nous, on a des clients qui rentrent, ils sont tellement pressés parce qu'il y a quelques clients, qu'en fait, on ne prend plus le temps. Et prendre le temps et la conscience de ce qu'on mange, c'est déjà beaucoup de temps passé. Et quand on alimente ça avec des produits qui sont, nous le constatons, puisque tous nos paysans sont engagés dedans, on a un niveau de satiété, je ne sais pas si c'est le bon terme, qui fonctionne bien. J'ai une expérience, je ne vous raconterai pas là, parce que ce sera un peu long, d'un copain client qui vient perdre du poids chez nous depuis 3 semaines, depuis 4 mois, mais repas équilibrés avec des produits à forte valeur nutritionnelle. D'autres questions? Oui, bonjour. Moi, je voulais juste avoir un petit peu de visibilité sur les travaux de recherche qu'il peut y avoir au-delà des aspects agronomiques sur les techniques de conservation des sols, plutôt sur l'accompagnement des politiques publiques, parce que c'est quand même un peu le nerf du sujet. Je pense que les agriculteurs, ils ont conscience que de plus en plus, localement, les élus sont intéressés par ça. Ils s'intéressent à la restauration scolaire, les légumineuses, etc. Mais vous l'avez montré, c'est quelque chose de très long, les résultats en technique de conservation des sols, et je pense que les politiques publiques mériteraient de s'inscrire dans ce temps long, justement, pour accompagner les agriculteurs dans ces changements-là. Donc ça m'intéresserait de savoir, au niveau de l'INRA, notamment, s'il y a des travaux de ce type-là. Je vais faire une réponse en 2 temps. Au niveau de l'INRA, je ne pense pas qu'il y ait des choses sur les politiques publiques en économie. Je ne suis pas en train de me tromper. Par contre, ce soir, comme grand témoin, on aura Guillaume Benoît, donc du ministère, donc peut-être qu'il pourra nous éclairer dans sa conclusion. Bonjour Michel. Je vous ai dit tout à l'heure que les liens entre sol, alimentation et santé étaient scientifiquement validés. Est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a aussi Henri Coris qui nous a parlé d'une étude. Est-ce qu'on peut aujourd'hui clairement dire on sait que nos sols en bonne santé donnent des plantes en bonne santé, donnent des hommes en bonne santé? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est si c'est le cas, comment on lance un grand plan de communication vers ce modèle agricole que l'on défend, quand on voit ce qui se passe, comme le reportage d'hier soir, où c'est compliqué d'arriver à parler de certaines choses sans aller au fond des sujets. Et là, encore une fois, je vais peut-être décevoir parce que je ne suis pas un spécialiste, parce que quand on avait des collègues, on a décidé d'organiser ce colloque et cette première partie, donc j'ai cherché un petit peu dans la littérature. Donc pour les produits animaux, je l'explique, il n'y a pas photo, c'est clair. Pour les produits végétaux, j'avoue que j'ai beaucoup lu et j'ai trouvé un nombre très limité de publications, des très bonnes publications, dont une de synthèse, donc j'ai présenté un extrait. Et ça porte pratiquement exclusivement sur les fruits et légumes, et ça passe essentiellement par les mycorhizes, si je conclue. Mais à partir du moment sur les fruits et légumes, avec un bon réseau mycorhizien, il y a un certain nombre de propriétés qui ont été montrées. Je ne sais pas les quantifier, je ne sais pas trop quantifier dans cette publication, mais la condition que j'ai compris, ce sont les mycorhizes. Donc les mycorhizes, en agriculture de conservation, il y a un facteur favorable, c'est la forte diminution ou l'arrêt complet de travail du sol. On sait que ça c'est très favorable. Et il y a un facteur défavorable qui sont les pesticides. Donc certes, il y en a, voilà, je ne sais pas quelle est la balance. Et ça, moi je ne suis pas un spécialiste, ça mériterait d'être étudié.
Donc les processus sont connus, mais c'est la résultante entre un facteur favorable, ou un ensemble de facteurs favorables, et un ensemble de facteurs défavorables. Et comme l'agriculture de conservation, c'est pas 0 ou 1, c'est une trajectoire dans laquelle on se situe, où on va plus ou moins loin. Je ne suis pas capable, désolé, de répondre plus précisément. Dans la salle, il y a peut-être des gens plus compétents que moi. Merci. Non, ce n'était pas pour apporter une précision, on pourrait, mais c'est un débat assez pas mal en escalier. Donc on risque de rebondir sur beaucoup de choses, effectivement. C'était bien mentionné qu'il y a aussi la question de teneur en pesticides. Il y a beaucoup d'études sectorisées, par exemple, sur le bio, etc. Mais c'est quand même assez complexe de répondre brièvement là-dessus. Par contre, il y a tout le modèle agricole et économique derrière, et lui, il conditionne beaucoup de choses. Et ça rejoint ce que je voulais signaler, c'est qu'il y a un absent au débat pour l'instant, c'est la chaîne de valeur. De ce point de vue-là, vos deux interventions étaient très intéressantes. Dans votre intervention, quelqu'un qui l'apprend tel que dit alors après tout, c'est mieux comme ça, on va voir les agriculteurs, faites donc, on aura de meilleurs produits. Et puis en fait, la chaîne de valeur, là, monsieur l'a complètement raccourcie. Elle est raccourcie d'une part et elle est en symbiose, en objectif d'autre part. Mais ce n'est pas le cas général. Or, dans tous les cas, on responsabilise l'agriculteur, très généralement. En Suisse, où on a un système de protection des sols relativement élaboré, on va contrôler à la parcelle comment le sol. Et la personne qu'on va voir, c'est l'agriculteur. Il est pris dans une chaîne de valeur, économique déjà, premier nœud étrangleur, mais ensuite aussi en termes de standards. Donc, quand on est dans un pays où on produit de la pomme de terre en forme d'œuf, on produit de la pomme de terre en forme d'œuf, et on voit ce que ça donne sur les sols. Voilà. Donc là, il y a vraiment un problème, il y a une cible très importante, et c'est un partenaire, par pour l'instant, ce n'est pas un, du point de vue du spécialiste des sols que je suis, c'est plutôt à l'intercelle. Enfin, il faut en faire un partenaire et en faire quelque chose. Sinon, on responsabilise les agriculteurs qui n'en peuvent pas, sauf à ce qu'un modèle comme celui que vous avez implémenté soit généralisé à toutes différentes formes, mais il y a peut-être assez loin de couper. Donc, merci de ce complément. Donc on va devoir terminer tout juste, c'est un petit peu dommage, mais on a l'occasion dans la journée peut-être d'apporter d'autres éclairages. Sur quoi je vais insister en une phrase, c'est la complexité. Je ne dis pas ça pour me dédouaner, mais pour dire que l'important, dans ce que j'ai dit, il y a beaucoup de facteurs qui sont des fois favorables par rapport à l'environnement ou la santé, d'autres qui le sont moins, mais ce qui est important, c'est d'être capable de hiérarchiser les choses. Le piège, c'est de vouloir pointer sur une chose, les facteurs défavorables, les pesticides, les facteurs favorables, les vers de terre, les acides gras, tout ça. Et donc il faut arriver à avoir une grille d'analyse multicritère, donc qui soit ce que j'ai présenté un petit peu avec le concept de santé, et puis après aller au-delà, parce que tout cela n'engage pas que l'agriculteur, comme on l'a vu, ça engage les transformateurs des produits, donc les marchés, et ça engage toute la restauration, c'est-à-dire moi dans mes choix, vous dans vos choix individuels, dans les choix de restaurateurs, Denis, et puis aussi dans tout ce qui est restauration collective, les cantines, les hôpitaux. Donc c'est toute cette chaîne de valeur qu'il faut voir d'un point de vue économique, environnemental, et surtout arriver à hiérarchiser les points forts et les points faibles, et se situer dans une trajectoire de progrès. Et là, on peut y parvenir. Donc je propose de clôturer cette session.